Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal de la rédaction. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. Un atelier sur les statistiques migratoires s'est tenu au Palais du Peuple. Et la Palestine a exhorté hier les Nations Unies à soutenir la coalition internationale dirigée par le Quartet qui vise à trouver une solution juste et durable à la question palestinienne. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Mona Ousmane Aden, a reçu hier dans la matinée, pour une visite d'adieu, la représentante à Djibouti du Programme alimentaire mondial, le PAM, Mutinda Chimuka, dont sa mission a pris fin en République de Djibouti. Cette visite de courtoisie a été l'occasion aussi de partager sur le partenariat fructueux entre les deux institutions à travers les programmes mis en œuvre de concert. En effet, la ministre des Affaires sociales a salué le travail remarquable effectué par le Programme alimentaire mondial avec à sa tête Mme Chimuka, exprimant ses sincères remerciements pour l'accompagnement de son institution, le PAM, dans les actions que mène le ministère en faveur des populations les plus vulnérables. Dans le reste de l'actualité, le directeur de l'Institut national des statistiques, Idriss Al-Suldan, a présidé ce matin un atelier de travail sur les statistiques irrégulières migratoires au Palais du Peuple. En étroite collaboration avec l'OIM, l'objectif de l'atelier a été de compléter le questionnaire pays sur la migration de la main-d'œuvre qui va poser les jalons afin de servir à la 3e édition du rapport sur les statistiques de la migration de la main-d'œuvre en Afrique. L'atelier a aussi permis de compléter le questionnaire pays sur la migratoire irrégulière, réunissant autour de la table les hauts cadres des différents ministères sectoriels, des institutions gouvernementales et non gouvernementales disposant de statistiques sur la migration à Djibouti. La migration de la main-d'œuvre est devenue de nos jours un phénomène politique, économique, social et culturel de grande ampleur. Les résultats attendus vont permettre de rassembler autant de données sur la migration et compilées par les divers partenaires. Le directeur de l'Institut national des statistiques, Idriss Al-Suldan, contextualisant ce phénomène, a dans son allocution rappelé que la Corne de l'Afrique, et notamment la République de Djibouti, est une région caractérisée par d'intenses mobilités circulatoires depuis plusieurs années. Nous l'écoutons. Comme vous le savez, la migration est aujourd'hui un phénomène planétaire qui affecte la vie de la plupart des gens à travers le monde. Il n'y a pas d'émission ou d'émissions télévisées où on ne parle pas d'immigration dans le monde. Lorsqu'on regarde en 2019, par exemple, on estimait à 272 millions le nombre de migrants internationaux. Et chaque année, le nombre de personnes qui franchissent une frontière internationale augmente de plus en plus et ne cesse d'augmenter. L'un des plus grands défis de notre époque est de répondre efficacement au déplacement de populations à grande échelle, et notamment au mouvement des migrants en situation irrégulière sur lesquels il est particulièrement difficile d'obtenir des informations précises. Si dans le temps on parlait beaucoup de la Méditerranée, je pense qu'au niveau de Djibouti, au niveau de la Corne d'Afrique, notre région est sujette à une migration très massive. Au niveau de la Corne d'Afrique, n'est pas épargné justement de mouvements migratoires. Et la région est caractérisée par d'intenses flux migratoires internes et internationaux, et ceci depuis plusieurs décennies. Le nombre de migrants et de personnes déplacées internes et de réfugiés se chiffre à des millions, par exemple, au niveau de la Corne de l'Afrique. Notre pays, en raison de sa position géographique, géostratégique, entre l'Afrique de l'Est et les États du Golfe, constitue un pays de transit essentiel pour les flux migratoires dans la région. Selon
les estimations, les très rares estimations que l'OIM nous a permis d'avoir, nous avons environ 100 000 personnes qui arrivent chaque année dans notre pays. 100 000 personnes. Et compte tenu de notre population qui est très faible, cela représente un pourcentage très élevé. À la une également, l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire a abrité ce matin une cérémonie de clôture de la première promotion du stage national de perfectionnement d'encodeur d'une durée de 6 semaines. Ce stage, qui a débuté le 14 juin dernier, a rassemblé 19 stagiaires issus de la garde-côte, de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Présidé par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, l'événement a vu la participation de Madame la substitute du procureur général, Leila Mohamed Ali, du préfet de la région d'Arta, du président du conseil régional d'Arta, de l'attaché de sécurité intérieure près de l'ambassade de France à Djibouti, des représentants de la direction générale de la police nationale et des gardes-côtes. À cette occasion, les majors de promotion des stagiaires de la promotion ont reçu leur diplôme et les insignes de l'école des mains des officiels présents sur les lieux. À l'issue, les stagiaires et les officiels ont posé pour la traditionnelle photo de famille avant d'être reçus par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, à la salle d'honneur du centre de conférence où il s'est entretenu avec eux. Le colonel Zakaria Hassan Aden n'a pas manqué de féliciter les stagiaires pour leurs excellents résultats et on a profité pour remettre à chacun d'eux un présent avant de passer au rafraîchissement. Rappelons que notre pays a fait le pari de se doter d'une école internationale de perfectionnement de la pratique de la police judiciaire. Cette école est spécialisée dans le domaine de la police judiciaire et de la police technique et scientifique de tous les domaines qui s'y rattachent. École internationale de perfectionnement de la pratique de la police est implantée au sein du camp Chermoussa au PK23. Et à mon nom propre, pour d'abord vous dire merci d'avoir honoré de votre présence le présent événement malgré vos multiples contraintes. Nous voici ce matin, 22 juillet 2020, au terme de 6 semaines de formation riche en enseignement sur les enquêtes judiciaires. Cette formation a enregistré la participation de 19 stagiaires issus de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la garde-côte, venus à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire de Djibouti. Et de son côté, la substitut du procureur général a prononcé une allocution dans laquelle il s'est adressé aux stagiaires pour les exhorter à sortir de la routine et à cultiver le goût du partage des savoirs acquis. Elle les a également félicités et a conclu son discours en remerciant le gouvernement, le haut commandement de la gendarmerie et les instructeurs de l'école. Nous l'écoutons. À ce titre, vos missions principales sont énumérées par l'article 13 du Code de procédure pénale qui dispose: la police judiciaire est chargée de constater des infractions à la loi, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. La démonstration et la démarche que vous avez suivie pour résoudre les cas pratiques prouvent que vous pourriez vous acquitter de vos tâches avec le plus grand professionnalisme. La seconde est plus globale et plus révélatrice des responsabilités qui vous incombent, puisqu'il est question, en définitive, d'assurer le maintien de l'ordre. Au niveau intermédiaire, les investigations que vous aurez la charge de coordonner et durant laquelle vous vous assurez de la véracité d'un fait permet aux membres du parquet d'être parfaitement informés sur la consistance d'une infraction.
Le commandant de l'école, le chef d'escadron Hussein Mohamed Qayad, a mis en exergue pour sa part l'intensité de la formation et l'assiduité des stagiaires. Il a par la suite remercié les partenaires locaux et internationaux qui ont participé activement aux instructions et contribuent grandement au développement des curricula de l'école. Nous l'écoutons. L'école internationale a été inaugurée le 19 mars 2019 et depuis, l'école internationale a poursuivi sa vitesse de croisière. À juste titre, il y a lieu de rappeler toute l'importance de ces vénérables centres d'excellence qui est en réalité une première à Djibouti pour les formations des forces de sécurité intérieure du continent africain, de l'océan Indien et évidemment celle du pays hôte, Djibouti. L'EI3PJ, qui est un centre d'excellence, est destiné à renforcer les capacités et le développement des forces de sécurité intérieure, d'où son objectif principal, notamment dans le perfectionnement de la police judiciaire et dans le domaine de la criminalistique. Et comme je viens de le dire, c'est une première à Djibouti. Elle est unique en son genre en Afrique et en océan Indien. Et depuis l'ouverture de cette école internationale, l'EI3PJ a répondu présent aux grands challenges qui se présentaient devant elle, et cela a induit des vastes chantiers de son agenda académique et de son environnement de coopération auprès des pays hôtes et des organisations nationales et internationales. En tête de proue, la France, qui est un allié historique de la République de Djibouti. Comme vous le voyez si bien, l'EI3PJ dispose des infrastructures modernes qui permettent d'accueillir un public national et international dans des conditions optimales et dispense des enseignements de qualité et de niveau élevé. Les formations qui sont dispensées à l'école internationale font ressortir à chaque stage des résultats probants et encourageants pour les échéances à venir. Dans l'actualité également, la salle de réunion de l'UNFD a abrité ce matin une cérémonie de remise d'équipements et de fournitures aux associations djiboutiennes. Cette remise de dons s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement de capacité des associations djiboutiennes financé par l'USAID et mis en œuvre par le FHI 360. Cette fourniture est composée des équipements informatiques et bureautiques. Objectif, renforcer la capacité de promouvoir des associations djiboutiennes. La vice-présidente de l'UNFD et l'ambassadeur des États-Unis ont remis de lots d'équipements et de fournitures aux associations djiboutiennes. Enfin, la cérémonie s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille. Pour exprimer la volonté de mon gouvernement de renforcer les relations de coopération entre la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique. Par la remise de ces équipements de bureau aux 8 ONG et associations que vous représentez ici, le peuple américain, à travers l'USAID, manifeste sa solidarité au peuple djiboutien. En s'appuyant sur la vision Djibouti 2035 du président Ismaël Omar Guelleh, sous ses piliers 2 et 4, ça veut dire bonne gouvernance et consolidation du capital humain. Nous voudrions rendre les associations et ONG djiboutiennes plus performantes, à plaider efficacement pour un meilleur accès aux services sociaux de base et contribuer à améliorer la prestation des services en direction des populations bénéficiaires.
Écoutez, la vice-présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Hasna Hamad Belil, elle a remercié toutes les parties qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour la réussite de ce programme. Avec un immense honneur que nous vous accueillons aujourd'hui à la cérémonie de remise d'équipements et fournitures aux associations djiboutiennes. Cet acte s'insère dans le cadre de programmes de renforcement des capacités des associations djiboutiennes financées par l'USAID et mises en œuvre par le FHI 360. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, doyenne des organisations de la société civile, et les autres organisations et associations djiboutiennes ont vu leurs capacités renforcées dans le cadre de ce programme avec un appui technique en matière de planification, de stratégie, de formation et de coaching. Aujourd'hui, il s'agit d'un appui institutionnel qui consiste à une dotation en équipement et fourniture du bureau pour le bon fonctionnement des organisations. Nous adressons à cette occasion nos vifs remerciements au nom de l'UNFD et au nom de toutes les organisations ici présentes, à l'USAID et l'ambassade des États-Unis qui n'a ménagé aucun effort pour soutenir les ONG et leur permettre de prendre part activement au développement durable de notre pays. Et il est l'heure de retrouver à présent le point de presse quotidien du ministère de la Santé concernant l'évolution de la situation du Covid-19 à Djibouti. Pour la journée du 22 juillet 2020, 377 tests ont été réalisés, 20 patients ont été déclarés guéris, 3 tests sont avérés positifs et 2 cas de décès. N'hésitez pas à appeler le 1517 pour toute information utile et ou en cas de suspicion de symptômes liés au Covid-19. Enfin, le bilan général se résume comme suit. 55 048 tests ont été réalisés, 5 030 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19, 4 904 cas ont été déclarés guéris et 58 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie en République de Djibouti. Restez vigilants, respectez les gestes barrières, protégez-vous et protégez les autres. La salle de réunion de la mairie a abrité ce matin une cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre la mairie de Djibouti et la RNDS. Cette convention de partenariat porte plusieurs points importants, à savoir l'initiative à 3 toiles dont le RNDS dispose d'un droit d'auteur, la participation de la mairie de Djibouti au projet de la société civile plurielle du COMESA par le jumelage de Djibouti avec les autres capitales des pays du COMESA, et à l'inauguration de la bibliothèque interculturelle du centre, Boka Ahmad. À la fin de la cérémonie, la maire de Djibouti-Ville, Fatouma Awale Ousmane, et la présidente du réseau national pour le développement social, Madame Boka, ont procédé à la signature de la convention de partenariat. La présidente du réseau national pour le développement social, Madame Boka, a remercié tout d'abord Madame Fatouma Awale Ousmane, maire de la ville de Djibouti, pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé. De structurer toutes nos attentes. Après, je crois, mon équipe peut bien suivre la structure positive. Je compte sur vous. On veut faire du bien pour le pays, pour la société civile, pour les faibles. C'est notre devoir. On doit laisser des traces de notre vie positive. C'est mon objectif. Merci pour votre attention. Dans l'actualité également, l'opérationnalité du projet Tadjoura Balho, une étape décisive qui vient d'être franchie. Ce corridor nord va sans doute fluidifier et améliorer les trafics éthiopiens en donnant une entière satisfaction pour le marché éthiopien. En effet, l'opérationnalité de cette route permet aujourd'hui la libre circulation des biens de manière la plus efficace et rapide pour desservir le nord de l'Éthiopie à partir du port de Tadjoura. L'arrivée du premier vraquier au port de Tadjoura marque le début des activités portuaires et frontalières qui contribuera non seulement au désenclavement de la région, mais elle va engendrer également des opportunités d'emploi pour la région de Tadjoura. Satisfait de cette nouvelle opportunité qui aura un retombée économique de la population de Balho, ainsi que les autorités de cette région, le député Omar Aden, le sous-directeur du corridor nord, le sous-préfet Abdallah Kamil et élu Ali Dini, membres de l'Assemblée régionale, ont éprouvé leur entière satisfaction. À Balho, ils ont accueilli les premiers camionnettes acheminant les marchandises à destination
Éthiopie. Enfin, il faut aussi noter que tout au long du corridor nord, la police, la douane ainsi que la contribution restent mobilisées pour assurer les contrôles des véhicules pour veiller strictement au bon déroulement des opérations des marchandises. Nous sommes actuellement en parfaite harmonie avec l'armée qui était déjà là avant nous. Mais comme, comme le texte l'exige, nous avons repris la relève pour contrôler le passage des véhicules, les papiers et tout. Le travail se déroule très bien. Le véhicule s'achemine normalement au port de Tadjoura. Et ceci est une fierté pour la région de Tadjoura. Et le sous-préfet de Tadjoura, justement, le préfet de Tadjoura a indiqué dans son intervention que ce nouveau corridor routier renforcera davantage ce lien et permettra à l'Éthiopie de disposer d'une autre possibilité pour son commerce maritime, mais aussi son économie en pleine expansion. Ce port, a-t-il dit, servira aussi au-delà de l'Éthiopie et servira un point d'entrée pour des pays enclavés. Et comme prévu dans le cadre du jumelage, la sous-direction du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, DOBOC, a accueilli sa sœur jumelle d'Arta vers midi. Cette dernière a été composée des responsables d'une dizaine de jeunes d'Arta, sous la houlette du sous-directeur Kamil Dini, du département de la jeunesse et sport, DOBOC. Les personnels et des jeunes obokois étaient mobilisés pour accueillir les jeunes d'Arta et leurs aînés. Dès le matin, sous la direction DOBOC, la sous-direction DOBOC a mis le paquet dans les préparatifs, mobilisant ainsi une partie de la population à l'accueil des jeunes d'Arta. À la rentrée DOBOC, le premier contact a eu lieu entre les deux sous-directions des deux régions respectives, Obok et Arta. Ainsi, le premier contact du jumelage dans la région d'Obok. Une fois l'accueil à l'entrée, les deux sous-directions se sont dirigées vers le CDC d'Obok pour une première assise autour de la table, une petite mise au point qui a permis de détailler l'objectif du jumelage devant les jeunes des deux régions. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Je vous le disais en titre, la Palestine a exhorté hier les Nations Unies à soutenir la coalition internationale dirigée par le Quartet qui vise à trouver une solution juste et durable à la question palestinienne. Lors d'une réunion à Ramallah, en Cisjordanie, le Premier ministre palestinien a demandé au coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient de soutenir l'appel lancé par la Palestine en faveur d'une nouvelle coalition internationale et d'une conférence pour la paix incluant toutes les parties sur la base des lois internationales, de la légitimité internationale et des résolutions des Nations Unies. Lors de la réunion, les deux parties ont également discuté des derniers développements politiques et des moyens de renforcer la coopération pour contrer la pandémie du Covid-19 en Palestine. Selon un communiqué de presse publié par le bureau de M. Istaï, le Quatuor international composé de l'Union européenne, de la Russie, des États-Unis et des Nations Unies a été créé en 2002 dans le but de faciliter le processus de paix au Moyen-Orient. Et le Mexique passe le seuil des 40 000 morts à cause du Covid-19. Le Mexique a enregistré 915 décès supplémentaires liés à l'épidémie de nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, selon le ministère mexicain de la Santé, qui a indiqué que le bilan s'élevait désormais à 40 400 morts. Le bilan de l'épidémie du Covid-19 au Mexique a dépassé les 40 000 morts. Décès, 40 400, affiche le point quotidien du ministère mexicain de la Santé sur l'évolution de la maladie, qui indique par ailleurs que 915 nouveaux décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Le premier cas de contamination dans le pays avait été détecté le 28 février dernier. Tout à fait autre chose, le président américain préconise le port du masque face à la flambée du Covid-19. Aux États-Unis, 60 000 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été enregistrées pour la 8e journée consécutive et 1000 personnes sont mortes ces dernières 24 heures. Des autotests de Covid-19 sont menés à Los Angeles. Les instructions sont strictes et les habitants coopératifs. Dans le comté de Los Angeles, on a enregistré 50 décès supplémentaires et plus de 2500 nouvelles infections ce mardi. Les personnes âgées de 40 ans et moins représentent environ 57% de ces nouveaux cas, ce qui confirme
que les jeunes sont les moteurs de la propagation actuelle du virus. Dans l'ensemble des Amériques, le Covid-19 ne montre aucun signe de ralentissement selon l'Organisation panaméricaine de la santé, avec des poussées en Bolivie, en Équateur et au Pérou. Comme partout, la recherche d'un vaccin s'accélère. Au Brésil, des essais cliniques avancés sont en cours sur un vaccin fabriqué en Chine et sur un autre mis au point par l'Université d'Oxford en Grande-Bretagne. Les médecins et les travailleurs de la santé font partie des premiers volontaires, alors que le pays est l'un des plus touchés par la pandémie du Covid-19. Fin de ce journal. Merci à la régie et merci à vous de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous.